Dans la vidéo précédente, j'ai vu la recevabilité du recours contre les lignes directrices. Je vous rappelle que dans l'arrêt Crédit foncier de France de 1970, le Conseil d'État avait jugé que les directives, c'est-à-dire des orientations que se donne l'administration, et voilà le comportement que je vais adopter quand j'ai un assez large pouvoir d'appréciation, que ces orientations, que le Conseil d'État appelait des directives et qu'il a appelé ensuite des lignes directrices, n'étaient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ne peut pas l'attaquer dans les 2 mois et dire je demande que cette orientation soit annulée. En revanche, le Conseil d'État, dans l'arrêt Crédit foncier de France, avait admis que une personne puisse invoquer la directive. Il faut distinguer la recevabilité du recours direct et l'invocabilité. Je vous rappelle que dans l'arrêt Crédit foncier de France, c'était une directive dans laquelle le Crédit foncier de France disait voilà, dans telle hypothèse, je n'accorderai pas une subvention, mais un prêt seulement, c'est-à-dire de l'argent à rembourser. Une personne se voit refuser la subvention, elle attaque le refus de subvention, elle dit, mais moi, je remplis les conditions, enfin, elle ne dit pas ça d'ailleurs, elle dit, euh, le Conseil d'État, le Crédit foncier de France, n'ayant pas eu un pouvoir réglementaire donné par la loi, il ne l'avait pas. Ce qui est vrai, ça. Une autorité administrative ne détient un pouvoir réglementaire que quand la loi le lui a donné. Mais dans cet arrêt, le Conseil d'État dit l'orientation que s'est fixée le Crédit foncier de France n'est pas un acte réglementaire parce que ce n'est pas un acte à portée obligatoire. Le Crédit foncier, dans la rédaction de l'instruction, de l'orientation qu'il a prise, il apparaît que l'acte n'a pas un caractère impératif. Le Crédit foncier dit voilà, je n'accorderai des subventions que dans telle hypothèse, mais si vous me montrez dans votre dossier qu'il y a des circonstances particulières ou l'intérêt général qui le justifie, je suis prêt à oublier ma directive. Donc, un acte réglementaire est un acte à portée générale impersonnelle, mais c'est aussi un acte à portée obligatoire. Eh bien, compte tenu de cette possibilité d'y déroger, ce n'est pas un acte obligatoire, ce n'est pas un acte réglementaire. Donc, le fait que le Crédit foncier de France ne se soit pas vu reconnaître un pouvoir réglementaire par la loi n'est pas un problème. Mais puisque ce n'est pas un acte réglementaire, ce n'est pas un acte administratif, il n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Mais il est invocable. Un administré peut dire, je vous demande, vous aviez posé des règles dans une directive, je vous demande de me les appliquer. Invocabilité. Voilà la solution de l'arrêt Crédit foncier de France. Je vous ai dit également dans cette vidéo que je vous invite à aller voir que à partir de l'arrêt Fervesta de 2016, le Conseil d'État, qui a rebaptisé les directives de Crédit foncier de France de lignes directrices, a admis la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre certaines des lignes directrices. Et puis, dans l'arrêt Gisti de 2020, que j'ai cité donc dans la précédente vidéo, 12 juin 2020, je crois, eh bien, le Conseil d'État a admis également la recevabilité plus généralement du recours pour excès de pouvoir contre les lignes directrices, même si elles n'émanent pas d'une autorité de régulation. La question d'application de cette jurisprudence s'est posée pour la circulaire Valls. C'est une circulaire qui a été adoptée, publiée en 2012 par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Les choses sont assez simples, hein. Pour entrer et séjourner sur le territoire français, l'étranger doit remplir certaines conditions. Elles sont posées dans un code qui est le CESEDA, Code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile des étrangers, le CESEDA. Et ça, c'est la règle, quoi. Des conditions à remplir, des conditions légales. Si on ne les remplit pas, si l'étranger ne les remplit pas, il ne peut pas rentrer. Il doit être reconduit à la frontière, éloigné, comme on dit maintenant. Mais en pratique, c'est compliqué. Il y a des étrangers qui sont irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Ils ont pu nouer des liens sur le territoire, avoir rompu les liens qu'ils avaient avec leur pays d'origine. Et donc, et puis surtout, on sait que la France est incapable de reconduire à la frontière. Le taux de reconduite, d'éloignement est très faible. Je crois que c'est 1 sur 10. Voilà la situation. Et donc, en 2012, le ministre de l'Intérieur prend une circulaire et dit, voilà,
Nous sommes confrontés à des demandes d'étrangers et de leurs employeurs. Ils disent, voilà, nous sommes certes irrégulièrement en France. Dans la logique, nous devrions être éloignés, mais on a des liens très forts maintenant avec le pays. On demande à pouvoir rester. C'est le ministre, c'est le préfet qui peut leur accorder une régularisation. Et donc, le ministre de l'Intérieur, qui est le supérieur hiérarchique des préfets, leur dit, voilà, quand vous êtes saisi de demandes de régularisation d'étrangers dans chacun des départements, voilà la position que vous devez adopter. Et voici une liste, je ne sais plus combien il y en a, une dizaine de cas dans lesquels vous pouvez accorder la régularisation. Et euh, le ministre de l'Intérieur a pris une telle circulaire parce que, eh bien, jusque-là, ben, les décisions dépendaient des préfets. Donc, il y avait des préfets plus souples, d'autres plus restrictifs. Donc, ce n'est pas bon que pour une même situation, le droit applicable soit différent selon le point où on fait sa demande. Donc, le ministre dit, voilà, vous avez le pouvoir d'accorder des régularisations. Voilà les critères qui vous permettent de le faire. Dans une affaire, qui est l'affaire jugée, donc, un arrêt du Conseil d'État du 4 février 2015, 4 février 2015, ministre de l'Intérieur contre M. Cortés Ortiz, je mettrai la référence en observation. Donc, ce monsieur, je crois qu'il est colombien, est entré irrégulièrement en France, il a fait venir sa famille, et il demande l'application de la circulaire Valls. Il demande sa régularisation, le préfet a refusé. Le préfet a refusé en se fondant sur le code, il dit, bah voilà, vous n'entrez pas dans les conditions, vous devez être éloigné. Et lui dit, d'accord, ça c'est la loi, mais moi je demande l'application de la circulaire Valls. Je rentre dans une des catégories qui permet la régularisation. Donc vous voyez, M. Cortés Ortiz invoque la circulaire Valls. Et M. Valls a donné des lignes directrices à ses préfets. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation que dans Crédit foncier de France? C'est-à-dire, je vous l'ai dit, je le répète, impossibilité d'attaquer la circulaire, si c'est une ligne directrice, mais possibilité de l'invoquer. C'est ce que fait M. Cortés Ortiz. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt de 2015, alors que le tribunal administratif de Paris avait dit, lui dit, la circulaire Valls, c'est une ligne directrice, elle est invocable, jurisprudence Crédit foncier de France, le Colombien peut s'en prévaloir, le Conseil d'État estime qu'il n'est pas possible de se prévaloir de la directive de la circulaire Valls. Et comment ça se fait alors? Comment comprendre la différence entre la solution de Crédit foncier de France, la directive est invocable, Cortés Ortiz, la directive, c'est-à-dire la circulaire Valls, la ligne directrice, n'est pas invocable. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui explique cette différence? Eh bien, la différence s'explique par la chose suivante. Dans l'affaire Crédit foncier de France, le Crédit foncier de France a le pouvoir de distribuer des subventions, c'est-à-dire de l'argent sans retour. Il va recevoir, pas moi, 50 000 demandes, et il ne peut distribuer il n'a de l'argent, crédits votés ne permettent que de satisfaire 10 000 demandes. Donc, il va devoir en choisir, devoir en éliminer 4 sur 5. Mais les 50 000, la totalité, ont vocation à obtenir la subvention. Ils remplissent les conditions, qui sont très souples. On est dans la légalité. Et le Crédit foncier de France donc, décide de restreindre, en posant des orientations, restreindre le champ de la légalité. Bon, vous êtes 50 000 à potentiellement remplir les conditions parce qu'il n'y a pas de conditions, elles sont très souples. Et je pose des conditions parce que moi, il faut que je choisisse 1 sur 5. Je pourrais le faire à la tête du client, enfin j'exagère. Je pose des conditions objectives. Ça, c'est possible dans les conditions de la jurisprudence Crédit foncier de France. L'autorité administrative peut le faire. Et c'est invocable par le particulier. Dans l'affaire de la circulaire Valls, ce n'est pas la même situation.
L'étranger n'est pas dans une situation régulière, comme la personne qui demande une subvention dans l'affaire Crédit Foncier de France. Il est dans une situation irrégulière. Si le droit était appliqué correctement, l'étranger serait éloigné, reconduit à la frontière. Mais pratiquement, c'est compliqué. Donc, on met le droit entre parenthèses, et bah, tant pis, on n'applique pas le CESEDA, le code, et on va régulariser. Certains, en tout cas. Pas tout le monde, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de règles, mais on va poser des critères. Et donc, cette fois, nous ne sommes pas en présence, enfin, l'étranger n'a pas un droit qu'il peut invoquer, comme dans l'affaire de Crédit Foncier de France. Il dit, voilà, la loi a voté une subvention, bah, je remplis des conditions parce qu'elles sont souples. Non, l'étranger est dans une situation irrégulière. Donc, il n'obtient la régularisation qu'en vertu d'une mesure gracieuse, pas d'un droit. C'est une mesure purement gracieuse. C'est ce qui a conduit le Conseil d'État, dans l'arrêt Ortiz, à juger qu'il n'était pas possible d'invoquer la circulaire pour un étranger, dire bah voilà, je remplis une des conditions posées par la circulaire Valls, parce qu'on est dans le domaine du gracieux. Même si d'ailleurs, le Conseil d'État, par exemple, dans un arrêt de 98, a admis que le refus individuel de régularisation peut faire, qui est une mesure gracieuse pourtant, hein, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Alors, tout ça est exprimé dans l'arrêt Cortés-Ortiz. Voilà ce que dit le considérant 4. Considérant que dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage, sans en avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui en sont en droit d'y prétendre, ça c'est l'affaire Crédit Foncier de France. Il y a un texte qui prévoit un avantage, sans en avoir défini des conditions, à qui l'attribuer. L'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, ben non, la loi ne lui a pas donné, encadrer l'action de l'administration dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant par la voie de lignes directrices, de directives, comme aurait dit l'arrêt Crédit Foncier de France, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. C'est l'arrêt Crédit Foncier de France. Je pose des normes d'orientation, mais je peux y déroger en raison de l'intérêt général ou de circonstances particulières. Ça, vous voyez, le Conseil d'État rappelle ce qu'est l'arrêt Crédit Foncier de France, Fervesta, etc., et l'invocabilité possible. Et d'ailleurs, il le dit après, que dans ce cas, quand on est dans cette hypothèse, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, ça c'est l'invocabilité, peut se prévaloir devant le juge administratif de telles lignes directrices, si elles ont été publiées. En revanche, maintenant, le Conseil d'État, on arrive à la situation de l'arrêt de la circulaire Valls. Il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Que s'il est loisible, dans ce dernier cas, il est possible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesure, l'intéressé ne saurait, ça veut dire ne pourrait, je vous rappelle que le Conseil d'État parle comme un wallon, ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Vous voyez, dans cette hypothèse, on est en présence de mesures de faveur, comme dit le Conseil d'État. L'étranger n'a pas un droit à rester, dire bah, la circulaire me donne un droit. Non, vous devriez partir, vous ne remplissez pas les conditions légales, ce n'est pas le ministre qui peut changer ces conditions légales, on vote une loi pour ça, mais pratiquement c'est compliqué, donc il va accorder des mesures de régularisation. Mais ce sont des mesures de pure faveur. C'est pour ça que la circulaire n'est pas invocable. Il ne faut pas dire j'attaque le refus du préfet de m'accorder la régularisation au motif qu'il n'a pas respecté la circulaire Valls. Ce n'est pas invocable. Alors, voilà le droit applicable et il y a eu une question de savoir si ce droit n'avait pas évolué parce que la loi ESSOC, qui est une loi, je crois, de 2018, a introduit dans le Code des relations entre le public et l'administration cette disposition. Article L312-3 du Code des relations entre le public et l'administration, introduit dans le Code par la loi ESSOC, E2SOC, qui est une loi de 2018, je crois. Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs
mentionnées, ça, émanant des administrations centrales et publiées sur des sites Internet. Toute personne peut se prévaloir même de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. Donc, certains disaient, mais maintenant, il est possible de se prévaloir des documents administratifs, y compris de la circulaire Valls. C'est une question de droit nouvelle. Et donc, comme c'est une question de droit nouvelle, eh bien, le Conseil d'État a été saisi d'une demande d'avis d'une juridiction pour savoir si cette disposition nouvelle ne modifiait pas, ne devait pas conduire à revenir sur l'arrêt Cortès-Ortiz. Et le Conseil d'État a rendu son avis, c'est un avis du 14 octobre 2022, numéro 462 784, publié au Recueil Le Bon. Le Conseil d'État est saisi pour avis par le tribunal administratif de Dijon, comme le permet le Code de justice administrative depuis la loi du 31 décembre 87 quand se pose une question de droit nouvelle. Et dans cet avis, le Conseil d'État juge que on est en présence d'une mesure gracieuse, pure faveur, comme disait l'arrêt Cortès-Ortiz. Et donc, c'est le considérant numéro 5. Le Conseil d'État rappelle la décision Ortiz, 4 février 2015, ministre de l'Intérieur, a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu à un texte peut se prévaloir devant le juge administratif des lignes directrices publiées, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice, etc. Ça, c'est le rappel de Cortès-Ortiz. Elle a jugé, la décision du Conseil d'État, que la circulaire Valls comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur, au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. C'est une faveur. Et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision du préfet refusant de les régulariser. Et l'article 312-3 dit que le Conseil d'État n'a rien changé à ce droit. Donc, la circulaire Valls n'est pas un acte invocable par un étranger qui demande sa régularisation. Il ne peut pas dire « je vous demande d'appliquer la circulaire de votre ministre » parce qu'elle fixe des orientations dans le domaine du gracieux, des pures faveurs. Et voilà donc la distinction entre cette jurisprudence Cortès-Ortiz et l'avis du Conseil d'État du 14 octobre 2022 et l'arrêt Crédit foncier de France. Le débat est d'actualité parce que le gouvernement a déposé un projet de loi relatif à l'immigration. Ça fait des mois qu'on en parle parce que le gouvernement n'a pas une majorité claire et le texte ne peut être adopté que s'il rallie une partie de l'opposition. Et il pense surtout aux républicains, au parti républicain. Et avec cependant la possibilité d'utiliser le 49.3 pour voter, obtenir l'adoption du texte sans majorité claire en sa faveur. Et la pierre d'achoppement, c'est que la droite des Républicains souhaite des mesures permettent de réguler l'immigration, par exemple d'obtenir le départ des personnes qui présentent un danger, d'obtenir une plus grande efficacité dans les éloignements d'étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français. Je vous dis pour l'instant, le taux d'éloignement est de 1 sur 10, où les résultats sont très, très, très mauvais. Et compte tenu de cette position des Républicains, eh bien, l'article 3 de la loi qui est déposé et qui est actuellement discuté au Sénat leur pose un problème, puisque dans cet article 3, qui est dans le projet de loi, eh bien, le législateur, le gouvernement, pardon, qui dépose ce projet, institutionnalise la circulaire Valls. Voilà ce que dit l'article voté, donc l'article déposé, projet de loi. L'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans une liste, dans une zone géographique déterminée, qui a travaillé au moins 8 mois dans les 2 dernières années et occupant donc un emploi où on a du mal à recruter, se voit délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire. Donc, la circulaire Valls, c'était dans les mesures de faveur.
Bah, vous ne devez pas être là, on devrait vous expulser, enfin vous reconduire, vous éloigner, on n'y arrive pas, mais vous travaillez depuis longtemps, vous avez des liens, on vous garde, mais on est dans la faveur, hein. Et le projet de loi dit, ils y ont droit. Ces étrangers qui ont travaillé 8 mois dans les 2 dernières années, qui présentent certaines conditions, ont droit à la carte de séjour. La droite qui dit, ah non, non, on ne peut pas voter ce texte puisqu'on explique qu'on veut des mesures plus répressives. Alors le gouvernement dit, ben, les mesures plus coercitives sont dans les autres articles. Mais le signal donné, c'est de dire bah, les autres mesures coercitives, leur efficacité sera sans doute limitée, hein. Pourquoi il y aura une plus grande efficacité dans les mesures d'éloignement depuis que la loi est votée, alors qu'on n'y arrive pas avant? Alors que cet article 3, ça en est sûr qu'il va être efficace. Dans des conclusions, peut-être sous l'avis de 2022 que je viens de citer, le rapporteur public dit que ces mesures de régularisation, en 2019, ont bénéficié, les mesures de régularisation sur le fondement de la jurisprudence Valls, ont bénéficié à peu près à 30 000 personnes en 2019. Donc, vous voyez, c'est un point important de régularisation du séjour sur le territoire. Donc, la droite dit, bon, on ne peut pas voter ce texte. Alors, le texte, pour l'instant, est au Sénat et le Sénat n'a pas voté l'article 3 ainsi rédigé et a remplacé cet article 3 par un article 4 bis, parce qu'il y a d'autres articles qui ont été ajoutés, et qui est beaucoup plus réservé. Voilà l'article en état. Après, le texte va retourner à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale qui va sans doute revenir sur ce texte sénatorial. Voilà ce que dit l'article voté par le Sénat, et qui remplace celui du gouvernement que je vous ai lu il y a 2 minutes. À titre exceptionnel, il n'y avait pas de ça dans le texte du gouvernement, l'étranger qui a exercé une activité salariée durant au moins 12 mois, et non plus 8, au cours des 2 dernières années, ça n'a pas changé, d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 ans en France, peut se voir, c'est pas se voit, peut se voir délivrer une carte de séjour d'un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l'autorité administrative. Vous voyez? Donc, il résulte de ce texte, qui n'est pas définitif, que le législateur encadre les pouvoirs du préfet, qu'il a obtenu par exemple dans la circulaire Valls, en leur disant voilà, vous allez pouvoir régulariser dans tel cas, mais ça doit être exceptionnel. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça, en pratique, on verra, hein. Et il est précisé que les conditions qui sont posées ne sont pas opposables à l'autorité administrative. Donc, c'est la confirmation de la jurisprudence du Conseil d'État. L'étranger ne peut pas invoquer ces dispositions, dire mais moi je remplis les conditions. C'est le préfet qui apprécie. Voilà donc où nous en sommes, mais c'est un texte, il va falloir suivre les développements de ce texte à l'Assemblée nationale.